Voilà, alors on va continuer cet après-midi, encore sur la photographie et sur l'histoire du partage de la photographie avec Juliette Lavie, qui propose une conférence intitulée Une histoire partagée de la photographie, le cas des photographes historiens français des 30 Glorieuses. Donc Juliette Lavie est docteure en histoire de l'art contemporain et de la photographie de l'Université de Paris-Nanterre. Elle est l'auteure d'une thèse sur le photographe Emmanuel Souget, soutenue en 2013, et d'articles sur l'histoire de la photographie, les photographes de la première moitié du XXe siècle et sur l'histoire de la photographie. Elle a réalisé en 2015-2016 un post-doctorat dans le cadre du LABEX Création, Art et Patrimoine sur la mise en récit de la photographie en France, le cas des praticiens historiens de 1945 à nos jours, donc publié dans les cahiers du CAP, et a coordonné au printemps 2017 le numéro 79 de la revue Histoire de l'art consacré au thème de l'artiste historien. Voilà, je lui laisse la parole. On va essayer de rattraper un tout petit peu le temps, mais oui, vous avez quand même presque une heure. Le sang. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à l'INHA pour son invitation à partir. Alors, oui, non, ça doit. Là, voilà, c'est voilà. Donc, je réitère mes remerciements à l'équipe ainsi qu'à l'INHA de m'avoir sollicité pour venir exposer ce sujet sur l'histoire de la photographie. La notion de partage, vous l'avez très bien exposé, Paul Roubert, et ça me permet d'éviter de revenir sur ces notions-là. Et j'ai souligné dans mon travail, vous le verrez, le partage comme un fait dans le sens où les photographes qui se sont essayés à l'exercice de l'écriture de l'histoire de la photographie l'ont toujours fait dans une volonté de diffuser cette histoire auprès de leurs pairs, qu'ils soient photographes professionnels ou amateurs. Donc l'histoire partagée de la photographie vue à travers le cas des photographes historiens français des 30 Glorieuses s'inscrit tout à fait dans la continuité de l'exposé précédent sur la Société française de photographie, parce que la plupart des photographes qui ont participé à l'écriture de cette histoire ou de ces histoires l'ont fait généralement dans le cadre, avec le soutien ou dans le cercle assez proche de la Société française de photographie, même si celle-ci, vous l'avez souligné, perd sa très grande importance après la Seconde Guerre mondiale. On peut citer notamment le photographe Daniel Masclet, qui... J'essaie de changer... Là. Non, ça ne fait qu'ouvrir. J'ai l'impression que ça... Voilà. Que le photographe Daniel Masclet, en 1947, consacre une conférence dans le cadre de la Société française de photographie à l'étude des grands maîtres qui, de David Octavius Hill à Blumenfeld, ont marqué, selon lui, l'histoire de l'art photographique et organise une exposition conjointe de 40 images issues de sa collection pour illustrer ses propos. Alors, avant de revenir au cas très particulier et de Daniel Masclet et à ce texte qui marque son entrée dans l'entreprise de diffusion de l'histoire de la photographie auprès des photographes donc professionnels et amateurs, j'aimerais apporter très rapidement quelques éclairages sur les différentes formes de récits qui composent l'histoire de la photographie au moment où ce photographe et ses confrères, je vais citer notamment le cas de Marcel Bovy et d'André Vigneault, je m'arrêterai à ces deux cas aujourd'hui en faisant quelques extensions, ont pris en charge l'histoire de la photographie par l'écrit, mais aussi, vous le verrez, en produisant des images photographiques et des expositions dont le propos est d'offrir une lecture personnelle de cette histoire. Alors quand en 1947, Daniel Masclet propose cette conférence historique sur la photographie, l'engagement historien des photographes n'est pas un fait nouveau, vous l'avez aussi souligné, tout comme l'histoire de la photographie n'est pas une discipline nouvelle. Entre 1839, année de la divulgation de la photographie devant les membres de l'Académie des sciences et des beaux-arts, et 1947, moment de cette conférence de Daniel Masclet, la photographie a connu différentes mises en histoire, dont la particularité est liée à sa spécificité technique d'une part, mais aussi, je dirais même surtout, à la formation de ses auteurs.
Alors on parle d'inventeurs, déjà les inventeurs, les premiers photographes. Daguerre a écrit une histoire du daguerréotype, mais aussi d'autres qui ont enrichi par leur expérimentation la technique, ont écrit, et ce sont eux les premiers qui ont proposé des écrits qu'ils inscrivent dans une tradition d'écriture qui caractérise l'histoire des techniques. Leur but est ainsi de rendre compte des innovations et de témoigner des progrès du médium en mettant l'accent sur la description des procédés, des accessoires et des opérations de laboratoire. Dans les années 1850, ces premiers auteurs perdent, vous voyez, très rapidement le monopole du discours historique. Les chroniqueurs et vulgarisateurs des sciences complètent l'offre à destination d'un nouveau type de public en composant des récits dans lesquels ils insistent désormais sur l'histoire des inventeurs en les nommant et remplacent le plus souvent le savoir technique de leurs prédécesseurs par la description simplifiée des procédés. Donc cette manière techniciste de l'expert et du vulgarisateur des sciences d'écrire l'histoire de la photographie se maintient pendant plusieurs décennies en France. Et je dirais même, ce n'est que véritablement qu'à la fin des années 1920, que cette façon de concevoir le récit de la photographie est revisitée grâce à l'intérêt d'une nouvelle catégorie d'auteurs dans laquelle cohabitent des critiques d'art, des hommes de lettres et des conservateurs de musées. Finalement, leur profil, leur intérêt pour les beaux-arts et l'attention qu'ils portent à la lecture monographique et stylistique de la création artistique contribuent à introduire une nouvelle forme de récit et d'écrit sur la photographie dans lequel le discours sur la technique est limité, voire totalement absent. Alors, je vous ai ici mis deux cas de figure, celui de Florent Fels et de Jacques Gaine, qui, dans des articles de revue, promeut la photographie de leur temps ou du passé. En somme, finalement, leur savoir et leurs compétences, tout autant finalement que leur ignorance en matière de technique, les conduisent à appréhender l'histoire de la photographie en termes d'auteur et d'image. Ils font ainsi apparaître, aux côtés de l'histoire technique, une histoire de l'art de la photographie qu'ils ont élaborée sur le modèle de l'histoire de l'art et dont l'exemple le plus significatif à l'époque est l'édition en 1930 de la monographie sur le photographe Eugène Atget, préfacée par l'écrivain Pierre Macorlan chez l'éditeur Henri Jonquière. Alors on en a déjà parlé dans la conférence précédente, mais cette décennie des années 30 qui s'ouvre avec cette monographie est alors extraordinairement féconde pour l'histoire de la photographie jusqu'en 1939, moment de la commémoration du centenaire. Et alors, quelques photographes vont contribuer à cette dynamique d'effervescence et de production de textes. Je pense notamment à Gisèle Freund, qui publie en 1936 un essai issu de sa thèse, un essai de sociologie et esthétique sur la photographie du XIXe siècle, tandis que, par exemple, le critique d'art et aussi photographe Georges Besson organise aussi en 1936 à la Galerie Braun l'exposition La photographie d'hier et d'aujourd'hui et publie un ouvrage sur la photographie française entre 1839 et 1936. À la fin de cette période fertile en propositions, un autre photographe, Emmanuel Souget, publie un texte à la postérité finalement assez méconnu, sous le titre de « Photographe primitif ». Il y révèle son admiration pour l'esprit particulier de quelques photographes, qu'il qualifie donc de primitifs, et qu'il inscrit sans distinction technique, c'est la réelle innovation de son texte, dans les limites chronologiques les plus vastes de l'histoire de la photographie, soit de David Octavius Hill, on est autour de 1841, à Eugène Atget autour de 1927. En supprimant le découpage de l'histoire par technique, comme il était d'ailleurs de mise de le faire de son temps, en regroupant des figures du passé et du présent de la photographie selon des critères esthétiques, Souget introduit finalement un nouveau régime d'historicité lié à sa lecture non pas des histoires techniques, mais des textes publiés dans la presse par les hommes de lettres, notamment Florent Fels. Et ainsi, il propose en cette année 1942 un nouveau modèle, celui d'une histoire sur le temps long, sans recours à la technique, un morceau d'histoire uniquement, celui des esprits primitifs.
Alors cette lecture sélective de l'histoire de la photographie s'est répandue sans que le nom d'Emmanuel Souget y soit associé, après 1945, parmi l'ensemble des auteurs d'histoire de la photographie en France, tout comme son œuvre qu'il présente. Alors je vous ai mis un exemple. On voit ici David Octavius Hill. J'ai choisi les illustrations choisies par Souget et Eugène Atget. Et finalement, son œuvre qu'il présente en 1931, à la SFP, pendant le salon de l'année 31, Les Trois Poires, finalement, cette lecture va aussi ici se rejouer dans ces trois poires, dont la valeur historique, pour Souget, est liée à la conception théorique qu'il lui applique. En effet, sans être le premier à utiliser cette méthode, Souget comprend son œuvre comme l'illustration de la possible, et ça c'est, je cite Souget, renaissance des techniques du passé, désormais démodées, c'est-à-dire usage de chambres de grand format, des négatifs verts, recours à l'éclairage naturel et au tirage par contact, qu'il considère apte à, je le cite encore, rénover la création contemporaine. Alors cette manière de soumettre sa pratique artistique à l'histoire, d'aborder finalement l'histoire en photographe, mais cette fois en photographe artiste et non en technicien compétent, expert en technique, sera elle aussi un exemple pour la génération suivante. C'est finalement avec cet héritage constitué de deux modes d'écriture de l'histoire, l'une technique, l'autre esthétique, pour le faire très simple, que les photographes se consacrent après la Seconde Guerre mondiale, en France, à la production d'un savoir historique. Chacun, par affinité, va puiser dans les récits disponibles les méthodes et les références qui nourrissent leurs propos, leurs propres textes, leurs images, sans pour autant indiquer l'affiliation dont ils sont les héritiers. Un héritage dont ils sont désormais donc dépositaires, puisque dans les années 1950-1960, Emmanuel Souget, toujours vivant, se retire progressivement de la scène artistique, que Georges Potonnier, à qui l'on doit l'histoire de la découverte de la photographie publiée en 1925, meurt en 1949, suivi en 1950 par Raymond Lécuyer, auteur en 1945 de cette histoire de la photographie qui a été reçue avec enthousiasme en 1945, loué pour la qualité de ses illustrations et largement consulté par ceux qui désormais investissent la voie de l'écriture. Ça devient un ouvrage de référence. Toutefois, les photographes tels que ceux que je vais aborder désormais, Marcel Bovy, Daniel Masclet et André Vigneault, ne sont pas les seuls en France à ce moment-là. Les collectionneurs, comme Michel-François Brève, sur lequel je reviendrai, André Jam, ou les historiens Yvan Chris, Jean Quin, ou même les conservateurs de musées, je pense notamment à Jean Adhémar, vont contribuer très largement à l'écriture de cette histoire de la photographie, apportant les uns et les autres leur regard de spécialistes, d'amateurs de la discipline. Ils vont contribuer à l'enrichir. Et même si tous ces acteurs de l'historiographie vont perpétuer des modèles existants autour d'histoire technique ou d'histoire esthétique, ils vont néanmoins engager de réels changements qui, sans modifier les formes de récit, donc techniques ou esthétiques, sans les modifier radicalement, vont transformer le contenu de ces histoires, notamment les exemples qui y seront insérés. Alors je vais commencer par Daniel Masclet, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est l'un des plus dynamiques dans ce rôle parmi les photographes français. Dans les années 30 déjà, il encourageait l'organisation d'événements photographiques, d'expositions notamment, afin de se positionner déjà dans le rôle de catalyseur des idées des photographes. Dans les années 40, il organise des cours de photographie publicitaire à la Société française de photographie. Et au sortir de la guerre, il poursuit l'ensemble de ses engagements au sein de groupements professionnels, mais aussi dans le groupe des 15. Donc vous voyez ici une photographie de groupe. Un groupe auquel appartient Emmanuel Souget, Marcel Bovy, André Garban, René Jacques, Robert Doisneau, entre autres. Vous voyez, tous ceux qui se sont en partie investis dans cette écriture de l'histoire font partie de ce groupe au sortir de la guerre. Et déjà dans ce groupe, il va chercher, avant même que ce groupe soit même constitué, donc auprès de ses confrères qui décident rapidement de se réunir, d'établir auprès d'eux son statut d'historien, en proposant une conférence à la Société française de photographie, donc je vous ai déjà mis une illustration, sur 100 années d'art photographique publiée dans la revue Le Photographe. Masclet y présente un panorama historique circonscrit par les figures des photographes David Octavius Hill et Erwin Blumenfeld et justifie le thème de sa conférence en indiquant que,
je vous le cite assez longuement, « La photographie fut inventée il y a plus de 100 ans par deux Français, Niepce et Daguerre. Le premier était graveur, le second était peintre. N'oublions pas l'importance de cette origine qui démontre que dès son début, la photographie a toujours été bien servie par les artistes. C'est pourquoi, à mon sens, l'histoire de la photographie n'est pas celle des chercheurs et des savants, c'est avant tout celle des artistes qui ont permis à l'art photographique de devenir ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire de la peinture est celle des peintres, l'histoire de la photographie doit être celle des artistes photographes. On voit qu'il spécifie alors très clairement son projet, qui est de faire connaître les grands maîtres, leurs idées, leurs styles, car ce sont là nos humanités photographiques, sans compter que nous devons entretenir leurs souvenirs. Alors, telle est la mission que Masclet se fixe dès 1947, une mission qui mêle production de savoir, diffusion de l'art photographique et commémoration des artistes photographes qu'il tente de mener par tous les moyens jusqu'en 1969, année de sa disparition. Alors, que propose-t-il et surtout, que propose-t-il de neuf, Daniel Masclet ? Dès cette conférence de 47, il montre ses propositions et affirme ses choix, et il dérogera très peu à cette première conférence de 1947. S'il adhère à une tradition d'écriture dont il a vu l'émergence en présentant le modèle de l'histoire de la photographie conçu sous l'angle esthétique, il va apporter des références originales, à la fois de fond et de forme. Cette singularité est en fait à attribuer à son admiration sans borne pour les États-Unis, pour la photographie américaine, pour le groupe F64, fondé en 1932 par Edward Weston et Ansel Adams. En effet, Masclet admire tant ce groupe de photographes californiens qu'il conçoit aux environs de 1938 une photographie dans le pur esprit de ce qu'il croit être leur doctrine, qu'il intitule « Hommage à Weston ». Ce geste est pour lui une manière de souligner tout autant son attachement à ce photographe que d'investir déjà par l'image qu'il produit le rôle de l'historien auprès de son réseau qui, au lendemain de la guerre, le surnomme le Weston français. Toutefois, ce n'est pas seulement l'introduction de Weston dans la liste des grands maîtres de la photographie qu'il dresse qui fait la singularité de Masclet, mais aussi sa référence à l'historien, conservateur au département des photographies du MoMA de New York, photographe de formation, Bombo Newhall. En effet, Masclet se réfère à Newhall, à son récit, en adoptant notamment les exemples et le modèle de l'histoire de la photographie tel que l'Américain l'a élaboré en 1937. Il lui rapprend notamment l'idée du découpage de l'histoire de la photographie aux 4 périodes fixées par Newhall, Before Photography, Primitive Photography, Early Photography et Contemporary Photography. Masclet propose la période primitive, la période de décadence, la période pictoriale et la période moderne ou de Renaissance. Alors que l'importance du modèle américain pour Masclet est à retenir, celui de ses prédécesseurs français l'est également, dans la mesure où le développement sur la période primitive, la première de son exposé, est en grande partie emprunté à l'article Photographe primitif de Souget. Mais si les ressemblances entre les textes sont notables, quelques différences existent. En effet, là où Souget cite le photographe Henry Fox Talbot, l'inventeur du procédé calotype, et dresse une liste de photographes primitifs dans laquelle on retrouve les noms de Hill, bien sûr, qui introduisait son propos, mais aussi assez nouveau pour la période Julien Valou-Villeneuve, qui était tombé dans l'oubli, Charles Nègre, Julia Margaret Cameron. Masclet va proposer les mêmes noms, mais y ajouter ceux de Roger Fenton, Matthew Bardy, William Jackson, qu'il désigne comme des reporters de guerre. À la suite de ce paragraphe, qu'il écarte étonnamment de son idée initiale d'écrire une histoire de l'art photographique, il consacre un développement à la période qu'il qualifie de décadence et un second sur celle dite pictoriale qu'il rédige à partir du livre Les maîtres de la photographie de Cyril Ménard. Dans le premier, il évoque l'abus de retouche, donc dans cette période dite de décadence, mais souligne le rejet de cette pratique par quelques-uns, donc Henry Pitch Robinson, Nadar et Alfred Stieglitz. Dans le second, il cite les procédés d'art et dresse une liste de quelques noms qui surnageront, dit-il, de cette époque ardente attendez, excusez-moi, je ne sais pas si je l'ai mis, non. Je ne sais pas comment, voilà.
Surnageant, dit-il, de cette époque ardente, mais qui se trompa de direction. Léonard Misonne, Puyot, Demachy, l'Italien Guidoret et l'Espagnol Savignac. Enfin, dans la dernière partie de son intervention consacrée à la période dite Renaissance, c'est-à-dire la période qui correspond à son époque, Masclet compose un récit anecdotique. Il y abuse des superlatifs, parle de l'immense Weston, du grand Albert Hungerpage, du célèbre baron de Meyer, maître de la mode, scintillant, irréel, sans développer davantage. Alors ce passage, typique de la manière dont Masclet parle et écrit, souligne la dimension superficielle de sa démonstration, son manque d'analyse et de projection. Il résulte finalement de cette présentation au ton emphatique une impression mitigée liée à la trop grande subjectivité de Masclet, alors même que son récit apporte par ses références à la photographie américaine un réel renouvellement des modèles dont la jeune photographie française va s'emparer. C'est d'ailleurs grâce à la promotion de cette photographie en particulier que Masclet devient, dans les années 1950, une personnalité incontournable de la scène photographique parisienne. En a fait, dès 1947, sa participation à l'exposition consacrée à Bérénice Abbott à la Galerie Kodak l'impose comme celui qui s'est mis en tête de réaliser à Paris des expositions de photographie américaine. C'est ainsi qu'il est nommé dans la presse. Toutefois, son grand projet est de faire connaître Edward Weston, avec lequel il correspond depuis 1948. Cette relation épistolaire, voilà l'exposition, des comptes rendus d'exposition, il n'y a aucune image d'exposition qui nous est parvenue. Cette relation épistolaire entre les deux photographes aboutit notamment à divers projets, dont l'organisation en 1950 à la Galerie Kodak d'une exposition initialement prévue en septembre 1948. Masclet est parvenu à convaincre Weston d'envoyer 125 photographies pour faire connaître son œuvre, lui écrivant en 1948. C'est une lettre retrouvée de Masclet à Weston. Merci 1000 fois de votre acceptation. Enfin, Paris va connaître le génie qui éclate aux yeux de tous dans vos images. Je suis sûre, cher monsieur, que cette exposition fera plus pour ouvrir les yeux aux photographes parisiens que 20 ans de leçons et de conférences. Donc on voit bien le rôle de l'exposition comme médiateur, et notamment comme moyen de connaissance, presque moyen de faire histoire parmi le milieu de la photographie. Au fil des échanges, Masclet élabore avec Weston la sélection des images en se basant pratiquement exclusivement sur l'ouvrage 50 Photographs by Edward Weston, réalisé par Weston lui-même en 1947, et insiste auprès du photographe, parce que le nu est apprécié à Paris, pour qu'un nombre important de nus soit exposés. Elle va être régulièrement repoussée à cause des problèmes de santé de Weston et l'exposition est extrêmement attendue. Elle fait même finalement sensation auprès des photographes, notamment auprès de la génération réunie dans le groupe des 30-40, et là je saute un grand temps dans l'histoire, pour parler de Denis Briat, Jean-Claude Gautran et Jean-Pierre Sudre, qui font partie des 30-40, et qui en 1970 organisent à leur tour, avec le soutien de Jean-Claude Lemagny, Lucien Clerc, Michel Tournier et Rouquette à Arles, une exposition hommage à Weston au musée Réatu. Gautran, qui, dans un ouvrage récent, se fait un peu les fonctions de mémorialiste et historien des 30-40 et de cette période, rappelle que lorsqu'ils pénétrèrent au musée Réatu, en 70 donc, pour y découvrir ce que la plupart d'entre eux n'avaient encore jamais eu l'occasion de contempler, une collection de tirages originaux d'Edward Weston, aucun ne se doutait que démarrait là une aventure qui allait bouleverser le paysage photographique français. Et cette initiative a été à l'origine du Festival d'Arles, je le rappelle. Et je rappelle aussi que finalement, cette initiative montre le passage de témoin qu'a été Masclet, qui, en 1950, a fait découvrir l'œuvre de Weston à cette jeune génération que sont Briat, Gautran et Sudre, qui, l'ayant découvert par son intermédiaire, s'est chargé à son tour, cette génération 70, de la transmettre, donc de la partager, prolongeant les fondements et les modèles d'une histoire de l'art photographique telle qu'elle s'était écrite en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, suite à cette exposition de 50 consacrée à Weston, Masclet va publier de nombreux articles dans la presse spécialisée consacrés à de nombreuses thématiques, notamment aux commémorations autour de Daguerre. On fête les 100 ans de la mort de l'inventeur, à la photographie américaine, mais aussi il commence à développer beaucoup plus de textes sur l'histoire de l'art photographique sous l'angle des artistes, sous des articles comme celui-ci sur quelques mètres qu'il publie en 51.
À l'occasion d'un échange avec Lucien Laurel, qui fait partie du groupe des 15 en 51, il va même annoncer, dans l'un de cette interview, vouloir publier un livre, cette fois, sur l'histoire des artistes photographes de tous les temps et de tous les pays. C'est-à-dire parler ici d'Henri Cartier-Bresson et de Stiglitz, parler de Hill et de Cameron, parler de Langer-Pech, dans un grand livre, cette fois, beaucoup plus visible que les articles publiés dans la presse. Il va en parler à son entourage de façon tout à fait exubérante et avertir Weston de cette intention en 1952 en l'écrivant qu'il a quelque chose de tout particulier à lui annoncer. Depuis un an, je prépare un livre, une sorte d'histoire de l'art photographique, un peu comme le livre de M. Beaumont-Newhall, mais avec davantage encore l'accent mis sur les artistes plus que sur la technique. Dans ce livre où je parlerai des plus grands photographes, je parlerai de vous naturellement. Mais ce livre sera un beau livre très illustré. Je crois que ce livre où je parlerai des plus grands photographes du monde fera beaucoup de bien à l'art photographique, surtout en France. Et je serai particulièrement heureux de pouvoir vous y donner un chapitre d'honneur. Cette remarque le conduit à lui demander, l'année suivante, on est en 1953, une dizaine d'œuvres les plus sensationnelles, si possible, non encore reproduites. Il joint à sa demande une liste de 18 titres qu'il classe selon sa préférence, d'où la présence de croix plus ou moins nombreuses, et qu'il accompagne de 7 dessins reproduisant les photographies qu'il aimerait le plus recevoir, notamment celles, donc ici je vous les mets existantes, de Carmelita Maracci et le Joshua Tree de 37 l'une et l'autre. En novembre 1953, Weston va commencer à dresser des listes. Il en reste 2, une manuscrite de novembre 1953 et une tapuscrite, comme vous voyez ici, de photographies qu'il va envoyer à Masclé, pour lesquelles Masclé va le remercier, donc il les a bien reçues. J'ai reçu vos épreuves depuis longtemps, mais mon livre n'est pas encore terminé. Et bien qu'il laisse entendre donc à Weston qu'il travaille à la publication de son histoire de l'art photographique, Masclé est sur d'autres fronts. Il va poursuivre son rôle d'animateur, non plus au sein des 15, mais au sein des 30-40 en invitant Paul Strand, le photographe, à venir y faire une conférence, et en organisant en 1953 une nouvelle exposition chez le galeriste et photographe John Craven sur les maîtres de la caméra, consacrée cette fois à un ensemble de photographes dont les noms sont, selon lui, il l'écrit dans sa revue de presse, déjà inscrits dans l'histoire de la photographie. Alors cette exposition réunit les œuvres, j'en ai mis que 2 exemples, de Maurice Tabar, mais aussi de Man Ray, d'Henri Cartier-Bresson et de Rassailles, qu'il dit être les 4 stars de première grandeur, de son ami le pionnier Emmanuel Souget, mais aussi de John Craven, de Philippe Halsman, d'Edward et Brett Weston, d'Henry Hine, de Tob Webb, d'Otto Steinert. Donc beaucoup de photographies américaines, quelques exemples français et allemands sont présents lors de cette exposition. Enfin, il décide d'ajouter ce que faisait la SFP, une sélection contemporaine donc, et une rétrospective des œuvres du baron de Mayer, son maître. Alors jusqu'à la fin des années 60, Masclé va poursuivre ses actions en faveur de la photographie ancienne et contemporaine, toujours de la même façon, en privilégiant la photographie américaine, a publié des articles, on voit ici dans Photomonde, sur le sujet spécifique de cette photographie américaine dont il est considéré comme le spécialiste, jusqu'à son décès en 69, et aucune histoire de l'art photographique qu'il avait projeté ne sera publié, laissant un vide qu'aucun de ses confrères français ne s'est proposé à ce moment-là de combler. Et c'est en effet dans une toute autre direction, dans les années 40 et 60 particulièrement, que le photographe Marcel Bovy s'oriente quand il choisit lui aussi d'écrire sur la photographie. Alors c'est un photographe reconnu dans les années 30 comme un technicien hors pair, fabriquant ses appareils, perfectionnant les procédés. Bovy est vu selon ses qualités et il va faire de ses qualités l'élément essentiel de ses écrits. En effet, dès 1948, il écrit des articles et des essais sur les techniques photographiques et leur application, dans lesquels il maintient une tradition d'écriture dont l'héritage remonte au XIXe siècle. Toutefois, il va se singulariser en faisant des commandes des éditeurs et des revuistes qu'il reçoit, des tribunes, pour défendre son projet, celui qui lui tient à cœur, celui de la création en France d'un musée de la photographie. Dans son premier essai sur la photographie de paysage et d'architecture, daté donc de 1948, il rédige un chapitre
qui devrait parler que de photographie ancienne, mais qui met en valeur justement ce véritable plaidoyer, à la fois envers ces photographes, mais aussi pour la création de ce musée de photographie qu'il souhaite, pour préserver les œuvres de ces photographes pionniers. Il justifie son propos en précisant, je cite longuement, que malgré le handicap de leur lourd appareil, de leur objectif si peu lumineux, de leur plaque si peu sensible, les premiers photographes ont réalisé dès le début des œuvres qui forcent l'admiration et qui étonnent par leur qualité. C'est une leçon de modestie que nous recevons des pionniers. Bayard, Blanquart-Évrard, Hill, Marville, Nadar, Disdéry et Adger, dont les noms nous sont restés quelquefois par miracle, ils ne nous font pas oublier tous ceux dont l'œuvre est restée anonyme, apérie ou s'est dispersée. Il n'est sans doute que temps de songer à rassembler ces précieux souvenirs et à organiser un musée de la photographie. Publiquement présenté par Bovy dans cet ouvrage, la défense de ce projet de création d'un musée de la photographie est momentanément interrompue par Bovy, qui s'attelle à d'autres tâches, jusqu'au moment où il multiplie dans les années 60 les collaborations avec les revues de photographie, cherchant, dit-il, à contribuer utilement à l'histoire de la photographie. Dès 62, il rappelle une nouvelle fois l'urgence d'agir en faveur de la création de ce musée qu'il souhaite et souligne l'immobilisme des pouvoirs publics. La France, écrit-il, a été précédée dans cette voie et un tel musée existe aux États-Unis, la George Eastman House, sans vouloir parler de l'action de Station au musée d'art moderne de New York. Retarder la création du musée de la photographie est impensable, le moment est venu d'agir. Bovy propose de créer ce musée au sein de la Bibliothèque nationale à partir des collections du cabinet des Destampes, car il s'agit de l'endroit le plus favorable puisque des collections y sont déjà rassemblées. C'est bien là son rôle. Un rôle que la bibliothèque pourrait, selon lui, remplir grâce à l'action qu'elle mène déjà en faveur de la photographie par l'édition des catalogues de ces expositions qui seront à la base des histoires scientifiques. C'est surprenant de lire uniquement ce terme ici, scientifique de la photographie qui nous manque. À cette date, Bovy envisage la création d'un musée de l'image photographique selon les collections de la Bibliothèque nationale, un musée qui permettrait l'étude des œuvres du passé, qui les mettrait à l'abri pour que les chercheurs puissent écrire sur elles. Enfin, c'est son objectif. Malgré son investissement et les notes qu'il envoie à Desmarres, des petites fiches où il explique toutes les possibilités pour gérer les collections, les faire connaître, les partager finalement, il écrit donc ces notes à Jean Desmarres. Le cabinet des estampes ne devient pas le musée qu'il attend. Et aucun lieu ne voit le jour en France pour Vigneault, pour l'ensemble de la communauté, avant l'initiative de deux photographes amateurs et collectionneurs, Jean et André Fage, qui créent en 1964 à Bièvre un musée à partir de leur collection, constituée de nombreux appareils et autres objets photographiques représentatifs des matériels anciens et de leur évolution. Alors, ce musée qui propose un parcours sur l'invention de la photographie et ses évolutions techniques correspond à l'histoire de la photographie telle que Bovy va la défendre et l'a défendue et partagée à l'écrit, sans répondre au modèle de musée qu'il avait soutenu aussi dans ses articles et auprès d'Adhémar, et donc ne vise pas cette création d'un musée comparable à ce qui est proposé au MoMA de New York. Alors, sans se désintéresser de ce projet de création d'un musée encore de la photographie après la création de Jean et André Fage, Bovy va pourtant prendre la voie uniquement de la technique, en enrichissant cette histoire spécifique, en créant une rubrique, la page du collectionneur, dans quelques revues, notamment Photographie Nouvelle, autour des années 69-72. Depuis quelques années déjà, au moment où il écrit ces textes, il est reconnu pour son expertise en matière de technique ancienne. Cela en fait un conseiller recherché à la fois par les conservateurs, notamment du CNAM, et par les auteurs d'histoire de la photographie qui ignorent les aspects de la technique, comme notamment François-Michel Brève, qui le sollicite pour l'édition en 1965 de l'âge de la photographie. Ainsi, Bovy est souvent dans l'ombre des collectionneurs. Il obtient pourtant, en 1979, une plus grande visibilité au moment où il collabore avec l'historien Yvan Christ pour l'édition de son ouvrage « 150 ans de photographie française ».
Beauvy y rédige une histoire des procédés photographiques par auteur et décrit les différents outils et opérations photographiques à partir des ouvrages qu'il possède dans sa bibliothèque ou qu'il va consulter à la Société française de photographie. Alors, on retrouve l'histoire de la découverte de la photographie de Potonnier. Il cite l'ensemble de ses ouvrages en fin d'ouvrage d'Yvan Christ. L'histoire de la photographie aussi de Raymond Lécuyer, les ouvrages de Heder, notamment sur la couleur, les écrits de Figuier, qui est ce vulgarisateur du fin 19e, début 20e siècle, mais aussi ce texte de 87, étonnant, d'Henri Gossin sur photographie, son histoire, ses procédés, ses applications, qui est très peu cité généralement. Beauvy réalise ici une histoire uniquement des appareils et des machines photographiques, des papiers et des émulsions qui ont comme objectif de répondre à l'histoire des images écrites par Yvan Christ. Donc c'est l'historien qui écrit sur les images, le photographe qui écrit sur la technique. La pratique de l'écriture et les actions que Beauvy a menées en faveur de cette protection patrimoniale de la photographie, même elles ont déjà, on va dire, échoué régulièrement. C'est pas lui qui est à l'origine de l'impulsion auprès des institutions. Peut-être qu'y a-t-il contribué. De son côté, ces actions vont l'engager à débuter, au début des années 70, une collection d'appareils et d'images photographiques constitué de daguerréotypes, d'ambrotypes, de ferrotypes, d'albums de cartes de visite, donc essentiellement des objets du XIXe siècle, trouvés, il le dit, dans les puces, les antiquaires et les foires. Enrichissant sans aucun doute sa connaissance de l'histoire et des techniques photographiques, cette collection qu'il complète et qui complète aussi les ouvrages, les manuels et la documentation scientifique qu'il a accumulés depuis les années 40, ne lui ouvre pas alors de nouveaux horizons dans le monde de l'édition. Et malgré son investissement répété en faveur de la création d'un musée de l'image photographique, Beauvy n'est pas contacté pour participer à la création en 1965 du département de la photographie du musée Réatu, qui s'ouvre avec cette exposition consacrée à Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau et André Vigneault. Alors même qu'il va participer, dès 1976, au développement des collections du musée Niepce en tant qu'expert des appareils de l'inventeur, donc sur lesquels il a écrit de nombreux articles. Cet exemple de Beauvy montre avec évidence que l'image du technicien et de l'expert qu'il s'est forgé au fil de ses écrits l'a poursuivi tout au long de sa carrière, une image dont il est responsable sans aucun doute, puisqu'il n'a jamais révisé ses modèles, maintenant une tradition d'écriture attribuée aux spécialistes et reconduisant des récits maintes fois publiés, il les fait très peu évoluer, les renouvelle très peu sur la technique photographique. Alors, ce modèle d'écriture que Beauvy a choisi, sans disparaître dans les années 60-70, il en existe encore aujourd'hui, est progressivement éclipsé par d'autres propositions. Des histoires esthétiques continuent à être publiées, bien sûr, des histoires sociologiques, mais aussi une que défend son confrère. Alors, on dit qu'il est photographe, il participe à cette exposition de 65 au musée Réatu, mais il a abandonné la photographie dans les années 30. Il s'agit d'André Vigneault, qui en 63 publie un essai sous le titre « Une brève histoire de l'art de Niepce à nos jours », dont l'objectif, et je cite les intentions à la fois de l'éditeur et de l'auteur, est d'inclure la photographie dans l'histoire générale de l'art. Alors toutefois, ce projet d'écriture n'intervient pas dans un contexte vierge de toute proposition. Je ne vais pas en faire la liste. Je vais juste citer la plus récente au moment où Vigneault décide d'écrire son histoire. La plus récente date donc de 1955, quand Jean Adhémar organise à la Bibliothèque nationale, à l'occasion de la Biennale de la photographie et du cinéma, une exposition sur un siècle de vision nouvelle. Une exposition qui, pour Adhémar, je cite ses remarques dans le catalogue que vous voyez ici, non illustré, que cette exposition doit s'attaquer au redoutable problème de la confrontation de l'image photographique avec le même sujet traité par les peintres du XIXe siècle. Adhémar ne cherche toutefois pas à comparer, mais bien à confronter la vision du peintre avec celle du photographe pendant 100 ans, 1839-1939, et à montrer les rapports entre peintre et photographe. Alors cette exposition qui suscite l'intérêt aboutit à quelques projets d'édition dont je vais reparler brièvement, dont celui d'André Vigneault. On va dire c'est le premier d'une nombreuse liste. Si celui-ci reprend effectivement à Adhémar l'idée d'une confrontation entre photographie et peinture, en proposant
en partie un récit sur l'usage et la pratique de la photographie par les peintres. Il va choisir Delacroix, Courbet, Degas, Cézanne. Il vise un autre objectif, celui de défendre l'idée d'une transformation de l'art au contact de la photographie. Il rappelle qu'il ne s'agit pas de retracer séparément l'histoire de la photographie et celle de la peinture. Il existe de très bons ouvrages qui traitent de ces deux sujets de diverses manières. Je voudrais simplement, par une succession de brefs exemples, situer à leur place des liens et des charnières qui ne peuvent être ignorés sans risquer de nous priver d'éléments utiles à la compréhension de l'évolution qui nous préoccupe, la recherche de l'influence de la photographie sur les autres moyens d'expression. Vigneault précise qu'il n'écrit ni à proprement parler une histoire de la photographie, ni une histoire de l'art, mais un essai sur l'art et la photographie, un essai qu'il introduit en soutenant que de l'Antiquité, il part des exemples de la Grèce antique, à l'invention de Niepce, les artistes ont recherché à imiter la nature en employant toutes sortes de moyens. Il va les lister, que ce soit machine à dessiner, chambre claire, chambre obscure. En somme, que le but et le sens de l'art avant Niepce étaient guidés par cette intention, rendue selon lui inutile par la découverte de la photographie qui remplissait désormais cette fonction d'imitation. Il consacre l'ensemble de son essai à expliquer ce fait. Il rédige plusieurs chapitres, un chapitre introductif donc sur la limitation de la nature. Il fait suivre d'une analyse sur un événement sans précédent dans le domaine de l'art qui est l'invention de Niepce et développe ensuite de nombreuses réflexions sur la nature de l'objet photographique en prenant par exemple les premiers daguerréotypes. Après son exposé, il se limite à étudier les incidences de la découverte de la photographie sur l'art, la peinture en particulier, et va compléter sa démonstration pour la justifier par les articles et les écrits des artistes eux-mêmes, comme Eugène Fromentin, pour lequel la photographie et l'étude photographique ont changé la plupart des manières de voir, de sentir et de peindre. Il poursuit en écrivant sur l'œuvre d'Hippolyte Bayard, qu'il retrouve donc sans aucun doute au sein de la SFP, sur la création de la société héliographique, sur la place qu'occupait Delacroix dans cette société, et porte son attention sur la critique de Baudelaire pour souligner la réticence des milieux artistiques vis-à-vis de la photographie, mais aussi l'attrait que l'invention a suscité sur les artistes, et évaluant à travers son récit l'étendue des conséquences de la photographie durant ces 80 premières années d'existence. La photographie devient sous la plume de Vigneault finalement l'agent d'une vision nouvelle, encore trop peu connue, indiquant que sa vraie place dans le domaine de l'art est loin d'être précisée, souvent ignorée, ni son influence ni ses conséquences envers les autres moyens d'expression n'ont été réellement mesurées. Dans Maint ouvrage qui retrace l'histoire de l'art des temps les plus reculés à nos jours, la partie consacrée aux 100 dernières années, ne mentionne pas la photographie. Mais Vigneault mesure finalement aussi toutes les difficultés de l'entreprise qu'il vise et précise qu'il souhaite, et c'est là aussi l'importance du rôle de Vigneault, que des historiens, pas des photographes, lui est photographe et je vous montrerai pourquoi il considère que c'est l'historien plus érudit, mieux préparé qu'il ne l'est lui-même à une analyse de cette sorte, il lui souhaite de parvenir un jour à démontrer le mécanisme compliqué de ce moment crucial de l'histoire de l'art. Et il rappelle, jusqu'au dernier moment de son intervention dans ce texte, et écrit, je l'ai mis, « Je me suis contenté de mettre en lumière un point d'histoire étrangement laissé de côté. Puisse ce que j'ai ramené à quelques pages de texte trouver place dans ce qui est utilement écrit, qui a été utilement écrit à ce jour en ce qui concerne l'art. Je le souhaite en tant que praticien, donc finalement en tant que photographe. Car Vigneault se pense avant tout donc, comme un photographe et non pas comme un historien, car comme il en est pour Vasari, il s'inscrit dans une filiation d'auteur-artiste issu de l'époque moderne. Écrire n'est ni mon sort, ni mon métier. En somme, l'intention de cet auteur, qui est Vigneault, n'est pas véritablement d'écrire une histoire générale de l'art, mais d'alerter, donc d'avertir, de partager ses angoisses à ceux qui en font leur métier, rappelant que sans être historien, j'ai simplement tenté d'écrire une partie de ce qui me paraissait n'avoir pas été assez dit. Et soulignant à d'autres moments de son essai que si j'ai tenté
de montrer les différences de compréhension qui trop souvent peuvent exister entre celui qui écrit sur l'art et le praticien ou l'artiste, c'est qu'il me semble que la nécessité de mieux coordonner une vision nouvelle des formes de l'art et des problèmes qui en découlent le réclame. Donc une brève histoire de l'art de Niepce à nos jours est en définitive le combat d'un praticien qui, comme l'indique l'éditeur, a éprouvé lui-même au cours de sa vie les effets de la révolution apportée dans l'art par l'invention de Niepce, qu'il sait si bien nous en parler. Son livre n'est pas seulement un essai à mi-chemin de la philosophie et de l'esthétique, c'est avant tout un précieux témoignage. Vigneault est un étudiant de l'école des beaux-arts formé à la peinture, puis il s'est formé à la sculpture, il est devenu photographe, cinéaste, homme de télévision et de radio. Donc il a parcouru de nombreux champs de spécialité. Donc ce projet d'écriture de Vigneault il n'est pas le seul à le mener à l'époque, mais il est le seul à inviter le photographe à revoir sa place au sein de l'histoire de l'art et à l'historien de revoir la place de la photographie au sein de l'histoire de l'art. À l'époque, les historiens vont s'emparer de ce sujet, qui est à la faveur de quelques auteurs, notamment de Jean Quin, qui publie un essai intitulé « Photographie et peinture », qui est resté pratiquement invisible, j'ai l'impression. Il est très peu cité, voire pas cité. La même année, le photographe et historien d'art américain, directeur du musée de l'université de New Mexico à Albuquerque, Frank Van Derenkoek, organise une exposition itinérante sur le thème des peintres et la photographie, suivie en 68 par l'essai Art and Photography de l'historien d'art Aaron Scharf. Et si Quin en 64 et Scharf en 68 présentent dans leurs écrits une sorte de bibliographie, et notamment ils parlent de l'essai de Vigneault, force est de constater que la plupart des auteurs, notamment les photographes, qui pourtant connaissent Vigneault et qui s'intéressent à ce sujet, dans les années 70, vont méconnaître ce travail. Je pense par exemple à Jean Dieuze, qui à l'occasion d'un article écrit sur la photographie signale qu'il serait passionnant de suivre le développement d'une vision purement photographique à travers l'histoire de la peinture. Malgré l'oubli dans lequel il est presque immédiatement tombé, l'ouvrage de Vigneault a été l'un des premiers à inclure la photographie dans l'histoire générale de l'art, ce que de nombreux historiens d'art n'ont cessé d'explorer depuis, et je pense notamment au travail de Dominique de Fonréau qui traite de ce sujet, photographie et peinture, au XIXe et début du XXe siècle. Alors finalement, que ce soit Masclet, Bovy ou Vigneault, tous sont écrits selon des méthodes, vous l'avez vu, et dans des buts différents ou semblables parfois, guidés par une volonté sans doute commune de se projeter dans une postérité historique, portée par le désir de livrer le passé au présent et d'en faire usage en fait de ce passé. Mais quelle est la réelle postérité de ces photographes? C'est une grande question. Leurs écrits ont-ils dépassé les cercles auxquels ils s'adressaient? Que faut-il déduire du fait qu'ils ne sont pas parvenus, par exemple, à imposer l'enseignement de l'histoire de la photographie, comme le déplore Jean-Pierre Sud en 63 dans une revue qui s'appelle L'Arc? Et il dit, notre école nationale, c'est l'école Louis Lumière aujourd'hui, n'enseigne en 63 manifestement ni l'histoire de la photographie, ni son esthétique. Comment l'étudiant pourrait-il rêver sur les chefs-d'œuvre de Bayard, Hill et Adamson, Blanquin-Évrard, Stiglitz, Quinjat, Regender, Emerson, Robinson, Cameron, Alger, qui sont des photographes célèbres de 1840-1910. Alors, il semble que malgré cette situation de peut-être d'invisibilité, l'engagement de ces photographes d'après-guerre ait systématiquement été reçu quand même par leurs pairs et ait permis de maintenir, au moins au sein de la communauté des photographes, un savoir, des exemples, comme le montre, on l'a vu, l'exposition d'Edward Weston en 70 au musée Réattu, ou la présentation. Alors peut-être que Jean-Pierre Sud voulait que ces jeunes étudiants aient enfin accès à Hill et Adamson. Alors c'est une interview où ici il parle de son exposition personnelle à la Galerie de la Demeure en 70, dans laquelle il introduit une section rétrospective consacrée à 23 photographies de Hill, qui pour lui livrent un passé étonnamment contemporain. Alors toutefois, il faut bien reconnaître que les photographes de l'après-guerre, Masclet, Bovy, Vigneault, leurs noms vous sont sans doute pas très familiers, qui ont investi ce domaine, ne l'ont jamais fait au détriment finalement de leur production photographique, ils n'ont jamais abandonné la pratique de la photographie, soulignant que faire de l'histoire n'a jamais été pour eux aussi déterminante que faire et s'inscrire dans l'histoire, en tant que photographe en tout cas, rappelant que leur véritable cause a toujours été la photographie et non l'histoire de la photographie. Je vous remercie.